Donc, bienvenue au Club de la presse et de la communication de Normandie pour cette deuxième rendez-vous de notre Octobre Vert, donc consacré à l'urgence climatique. Donc nous, on a eu un premier rendez-vous qui était destiné à nos adhérents, et puisqu'on a fait une soirée la semaine dernière d'animation autour de la fresque climatique, parce qu'on pense que c'est important déjà d'avoir des informations sur l'urgence climatique, sur les bases un peu scientifiques de ce que ça représente. Et donc, ça, c'est le deuxième rendez-vous avant le troisième qui est mardi prochain. Donc, mardi prochain, c'est à 18h30 également ici. Et donc là, on va s'intéresser en quoi donc l'urgence climatique impacte les métiers de la communication. On aura notamment des représentants d'agences de communication, mais aussi d'établissements comme EDF ou comme l'Agence de la biodiversité qui vont donc échanger sur ce qui décidément traverse tous les métiers et toutes les professions, et notamment ceux qui tournent autour de la communication. Donc ce soir, donc, on a choisi le thème de climat à la presse rattrapé par l'urgence. Alors il y a un point d'interrogation c'était bien une question, puisqu'en fait on peut dire, moi j'ai choisi ce titre de rattraper parce que je pense que moi personnellement qu'il était un petit peu en retard sur ce thème-là. Moi, je me souviens, moi j'étais donc pas mal de temps rédacteur en chef adjoint d'un quotidien régional d'ici, et quand on proposait des sujets transversaux en fait à l'échelle d'un quotidien régional, on était quasiment considéré comme un militant, comme quelqu'un qui militait pour une cause écologique et qui en fait était un peu omnibulé par ces thèmes-là. Alors que maintenant, ça paraît un peu, j'espère un peu décalé, c'est-à-dire que c'est pas du militantisme, c'est juste une évidence, et, enfin en tout cas pour moi, et un sujet qui doit être transversal. Donc c'est cette question justement, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, et on va donc discuter avec nos invités d'abord de ce point d'interrogation, est-ce qu'effectivement la presse est en retard ou pas, et après on va aborder sur les façons donc justement de rattraper ou pas ce retard, et comment justement la profession, j'ai le sentiment, aujourd'hui a une sorte de sursaut, elle a depuis pas mal de temps, enfin depuis 2 ans, notamment aux assises de journalisme du Tour, un peu évoqué ces questions, mais là je pense que depuis cette rentrée, c'est devenu quand même quelque chose de très important. Et depuis cette rentrée, il y a plein d'initiatives, à la fois en termes de formation, en termes de chartes déontologiques, des choses comme ça qui se passent, et on sent que ça bouge. Donc ça m'a semblé intéressant donc, que le club s'empare de cette question avec des gens de différents horizons. Donc je commence par Jean-Marie Charon, donc, sociologue des médias, qui est un fidèle de notre association, et qui donc, enfin, je laisserai se présenter plus avant, mais qui intervient sur plein de domaines de l'évolution du journalisme, et qui était, je crois, présent à Tours il y a 2 ans pour justement autour de ces questions-là. Ensuite, Pierre Chouanet, donc rédacteur en chef de la Dépêche de Louviers et également du Courrier de l'Eure. Donc on verra avec lui concrètement dans le métier de journaliste qu'est-ce que ça change de traiter ces questions-là, et comment au sein d'une rédaction on peut essayer d'envisager d'être pertinent sans être chiant autour de ces questions. Guillaume Grimat, donc militant écologiste depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, donc, un des porte-parole de Effet de Serre Toi-même. Donc, ce qui m'a intéressé, moi, je l'ai invité aussi parce que je sais qu'il défend ces questions depuis quasiment 30 ans, et qu'il a aussi eu des responsabilités locales, et que donc il a eu affaire aussi à des journalistes, et il a pu peut-être voir l'évolution sur la façon dont la presse au niveau local et même national traite ces questions, et lui, comment il perçoit justement ce changement. Et enfin, Laurent Camp, journaliste à France 3, qui est d'ailleurs un des membres fondateurs du Club de la presse il y a pas mal de temps, et qui donc revient avec plaisir au club, et qui est donc journaliste à France 3, et qui anime notamment et qui organise des reportages pour une émission en lien avec l'environnement qui s'appelle Piste Verte, qui a été lancée donc il y a 2 ans, donc il va nous en parler, et qui donc explore un peu avec des portraits de gens qui abordent la transition écologique, en tout cas qui essaie de trouver des chemins de traverse. C'est ça. Donc nous allons commencer d'abord par un constat, et donc par ce point d'interrogation. Donc est-ce que vous avez le sentiment que la presse était un peu en retard par rapport à ces questions, et est-ce qu'effectivement il a fallu donc pas mal d'années en tout cas pour qu'elle s'en empare d'une façon différente, c'est-à-dire qu'elle ne traite plus ça comme une matière comme une autre. Jean-Marie? Oui, alors écoute, moi je me souviens, j'anime une association qui s'appelle les Entretiens de l'information, et on avait organisé il y a plus d'une dizaine d'années déjà une rencontre sur ces questions. Alors à l'époque on disait réchauffement climatique, d'ailleurs.
On a changé la terminologie parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément seulement la thématique du réchauffement qui était intéressante. Je me souviens qu'on avait fait venir Jean Jouzel à l'époque du GIEC. Et c'est vrai que à cette époque-là, l'un des sujets, c'était de savoir comment, dans les rédactions, effectivement, on arbitrait entre des thèses qui étaient celles développées par le GIEC, pas que les GIEC, hein, et puis un certain nombre de sommités de la science ou de la recherche qui contestaient cette thématique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins dans cette problématique, mais il faut bien voir qu'on vient de là. Et que dans les rédactions, parfois, il y avait énormément de troubles dans dans la manière d'aborder le sujet. Alors moi, en tant que chercheur, moi, ce qui me frappe surtout, puis je reviendrai éventuellement sur le sujet, mais c'est que il me semble que, et là on a vu aussi la même chose pour la pandémie récemment, c'est que les rédactions sont très mal équipées, très mal armées pour aborder un sujet complexe en matière de recherche, notamment en matière d'expertise. Alors, d'abord parce que il y a quand même une grande difficulté, surtout pour les rédactions généralistes, à bien se représenter le milieu de la recherche, le milieu de l'expertise dans ces domaines-là. Et il peut y avoir, je dirais, un certain nombre de biais qui s'introduisent par rapport à cela. On reviendra éventuellement sur cette question des biais, c'est-à-dire le fait qu'on ait par exemple un certain nombre de bons clients qui soient systématiquement sollicités, alors que ce ne sont pas forcément les meilleurs experts. Parfois, ils sont porteurs justement de thèses qui sont complètement contestables et qu'on va traîner longtemps, alors que parfois au niveau de la recherche, ces thèses sont déjà complètement dépassées. L'autre aspect, moi, qui me frappe beaucoup et qui rend probablement les choses, qui ont rendu les choses difficiles pour les rédactions, c'est aussi le fait qu'au moment où ces sujets complexes se sont développés, les rédactions ont été confrontées à une mutation des médias qui les a amenés à prendre des options en matière d'organisation des rédactions qui allait complètement à l'encontre, je dirais, d'une expertise et d'une capacité à bien traiter ces sujets-là. Je pense notamment à la prime donnée aux journalistes généralistes, hein, le fait d'insister sur la polyvalence, etc., et avoir de moins en moins en tête que sur des sujets comme ceux-là, on a besoin de spécialistes, de journalistes spécialistes. Je me souviens, parce que je suis assez âgé, que quand je travaillais au début sur les questions de nouvelles technologies, de l'information, etc., je me rappelle que quand j'allais dans les colloques en matière de télécom, d'informatique, etc., j'avais plein d'amis journalistes qui suivaient les colloques, qui lisaient les mêmes rapports que nous, etc. Si vous allez dans les rédactions les plus importantes aujourd'hui et que vous leur demandez qui suit des colloques, qui peut lire l'entièreté des publications, il n'y en a pratiquement plus. Et ça, je pense que c'est vraiment un des grands problèmes auxquels les rédactions se sont heurtées et auxquels elles vont probablement continuer à se heurter. Sans compter que il y a des aspects, je pense, qui n'existaient pas il y a quelques années en matière de traitement de ces sujets-là, c'est qu'on avait moins la présence des réseaux sociaux. Et la question de la présence des réseaux sociaux, elle est importante parce qu'ils sont porteurs d'énormément de thèses et d'énormément d'affirmations, voire d'expressions, on annonce d'un certain nombre d'annonces, etc. Et autrement dit, il y a une tâche supplémentaire qui échoue aujourd'hui aux rédactions, c'est de faire un travail de veille, d'identification de ces thèses et de la capacité à y répondre. Autrement dit, tout ce qui tourne autour du fact-checking, ce qu'on appelle maintenant le fact-checking, pour démentir un certain nombre de thèses qui circulent. Mais c'est intéressant sur la spécialisation, parce que c'est vrai que je pense qu'un élément intéressant, enfin, un peu significatif, c'est que par exemple, il y a souvent, même quasiment dans tous les médias un peu importants, des journalistes économiques, mais il y a très peu de journalistes d'environnement, alors que les deux sont quand même... non, ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, oui, non seulement il y en a moins, mais il y en a moins, mais il y en a surtout moins qu'avant.
Oui, C'est-à-dire que des journalistes spécialisés dans les questions de sciences oui. sont moins nombreux que précédemment dans les rédactions. Et là, moi, il y a quelque chose que j'ai appris la semaine dernière, parce que je fais en ce moment une enquête sur les jeunes journalistes, et j'ai interviewé une journaliste qui avait fait le cursus de l'école de Lille du journalisme scientifique. Et elle me dit, je suis la dernière promotion de l'ancienne formule, parce que, alors ces journalistes scientifiques, c'était des gens qui avaient fait des études de sciences et qui voulaient devenir journalistes. Alors pourquoi c'est la dernière promotion? Parce que l'école de Lille a considéré que les journalistes scientifiques, maintenant, ce sont des gens qui vont suivre le cursus normal et à qui on va donner une petite formation sur les questions de sciences. Et là, je trouve que c'est vraiment une manière un peu de se désarmer, alors qu'au contraire, cette idée d'avoir des filières où on accueille des gens qui ont des compétences et qui ont je dirais une familiarité à l'égard de l'univers des sciences, c'est vraiment se priver d'une ressource, quoi. Pierre, donc, sur le point d'interrogation, est-ce que toi, tu as le sentiment effectivement qu'il y a eu un retard pris par la presse sur ces questions-là, ou est-ce que tu as le sentiment que ça a toujours été abordé? On parlait, on s'est mis un peu au téléphone, du traitement de la photo notamment, parce que la photo était un peu... Ouais. Alors, je pense que oui, on ne peut pas dire aujourd'hui que... J'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a un retard qui a été pris par la société vis-à-vis de cette question-là. Alors, je crois que le premier rapport d'envergure sur le climat, c'est les années 70. C'est ça, hein? C'est ça. C'était le rapport de Rome. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, dès ce moment-là, une part non importante de la communauté scientifique savait déjà un petit peu ce qui se profilait et échangeait avec les journalistes. Il y a forcément, alors moi j'étais pas journaliste à cette période-là, mais il y a forcément des journalistes qui ont été confrontés à ces discours-là. Est-ce que ça a popé? Est-ce que c'est arrivé comme ça dans les médias? Non. Est-ce que c'est un sujet qui était important jusqu'à encore même très récemment? J'estime que non, c'est vraiment très récent. Moi, je date ça vraiment de la COP21. Ça a été un moment, en tout cas en France, charnière de l'émergence de ces sujets-là de manière assez importante. Oui, mais est-ce que la presse n'a pas aussi un rôle justement de lanceur d'alerte et d'aller un peu plus vite que la société elle-même, ou en tout cas de... Alors oui, tu utilises le bon mot, lanceur d'alerte, puisqu'on relaie les témoignages de militants, on relaie les témoignages de scientifiques qui appellent, qui sonnent l'alarme en disant ça va plus, et c'est de pire en pire. Chaque rapport du GIEC est à chaque fois plus grave que le précédent, donc non seulement les prédictions se confirment, mais en plus elles s'aggravent à chaque fois. Donc oui, la presse joue son rôle, mais j'ai envie de dire, on dit souvent par exemple, on a les politiques qu'on mérite, on a les médias aussi qu'on mérite collectivement, et donc la société, elle donne aussi en miroir ce que lui donnent les journalistes. Et il y a une réalité, je ne sais pas comment c'est à France 3 ou autre, mais les sujets médias, enfin les sujets sur l'écologie, sur la planète, sur le vivant, sur tous les termes qu'on peut avoir autour de ça, ne sont pas ceux qui cartonnent le plus. On a des indicateurs précis avec Internet, et ça, c'est des indicateurs qui sont envoyés aux décisionnaires, aux rédactions, que ces sujets-là ne sont pas non plus ceux qui sont le plus plébiscités. Peut-être parce que toi, ton lectorat est plutôt agricole, non? Je pense pas que ça... Alors oui, au Courrier de l'Heure, c'est un lectorat plutôt agricole. Oui, le forcément. département est agricole, en tout cas. En tout cas, si demain on sort des sujets disant l'agriculture, premier pollueur ou autre, oui, ça peut faire un peu réagir, mais pas dans le bon sens. En tout cas, l'agriculture intensive, telle qu'elle est pratiquée en partie dans l'Eure, mais par exemple, la Louviers, c'est aussi un territoire plus urbain. Donc voilà, et tu parlais de la photo, donc du coup, je vais un peu rebondir là-dessus. C'est vrai que j'ai moi-même été confronté à il y a quelques mois, c'est Anne-Sophie Novelle qui est venue animer une conférence chez Publi Hebdo pendant un séminaire, et elle m'a fait percuter sur l'iconographie. Ça a été un élément qu'elle a mis en avant. La manière dont on représentait, dont on donnait à voir des sujets qu'on traitait. C'est-à-dire qu'on a tous vu, je pense, chaleur, canicule, puis on voit un beau soleil, des gamins limite jouer dans des jeux d'eau d'extérieur. Bon, ça a l'air plutôt d'être estival, vacancier. Ça a l'air de se dire, ce que ça donne à voir, c'est que c'est pas si grave. Or, aujourd'hui, on a bien vu cet été,
quand on parle canicule, quand on parle d'épisode de chaleur, c'est pas ça. C'est des gens qui meurent dans les EHPAD, c'est des bébés qui sont des fois en déshydratation assez importante, c'est des contraintes sur la vie où tout le monde reste cloîtré chez soi. Donc c'est vrai, la manière dont on représente, dont on donne à voir les sujets qu'on illustre, doit aussi un peu changer dans les médias. Guillaume, donc, toi, donc, en tant en tant qu'ancien élu, comment tu as ressenti cette évolution de la presse? Est-ce que tu l'as d'abord, est-ce qu'effectivement c'était compliqué de faire traiter des sujets comme ça il y a 20 ans? Oui, bien sûr. Il y a 20 ans, c'était juste impossible en définitive. Limite d'ailleurs, on était malades mentaux. Hein. On était au bord de la psychiatrie sur le traitement du sujet. Enfin, je me rappelle la fin des années 90 ou début des années 2000, quand on parlait de dérèglement climatique, que la météo allait changer, etc. Enfin, je vous jure que dans certains yeux très marqués, de la presse, mais des élus, mais même aussi de nos concitoyens, c'est une réalité. Il y avait ce retour, une sorte de secte un peu bizarre. Hein. On parle de ça il y a une vingtaine d'années. Donc, effectivement, pour essayer de répondre à la question, je crois qu'il faut avoir, d'abord, il y a la question du temps. C'est-à-dire que, à quelle échelle de temps se pose la question? Ce qui est sûr, c'est que sur ces derniers mois, on a eu une accélération sur une problématique qui est liée à l'élection présidentielle, où il y a eu beaucoup de critiques liées au fait que la question climatique ne ressortait pas assez de cette campagne. Et en même temps, on a donc l'effet, et je rejoins là l'universitaire, on a l'effet réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'autour du climat, il y a toute une sphère d'acteurs dans les réseaux sociaux, des youtubeurs, enfin, il y en a beaucoup, des sites internet, etc., qui travaillent et qui ont appuyé sur les réseaux sociaux. Et je pense que là-dessus, le monde médiatique, il a été obligé de bouger aussi, lié à ces influences. Il bouge aussi sincèrement, comme la société, parce que l'ensemble de la presse n'est qu'un acteur de notre démocratie. C'est bien cet aspect aussi englobant qu'il faut essayer d'analyser. Nos concitoyens avaient une appétence finalement très faible pour ces questions climatiques depuis une période, on va dire, d'une vingtaine d'années, comme je le décrivais précédemment. On sent que cette appétence, elle augmente, liée à ce que vous expliquez, c'est-à-dire une réalité des phénomènes climatiques qui évoluent, des phénomènes excessifs, qui font aussi peur quelque part, des aspects qui touchent l'agriculture, qui touchent les migrations. On a toute une série de causalités climatiques qui vont impacter nos vies quasiment quotidiennement. Et ça, c'est en train de bouger, c'est en train d'avancer dans l'opinion publique. Et la presse n'est jamais qu'un élément de nos sociétés qui n'est pas si différencié que ça, je dirais, par rapport à l'ensemble de l'opinion publique. Donc ce mouvement, il est accompagné dans la société et la presse évolue aussi là-dessus. Un des gros sujets, je rejoins là aussi l'universitaire, c'est la question de la culture scientifique. Parce que, et là on est au cœur d'une problématique et de société et de presse. C'est-à-dire que parler de réchauffement climatique, de dérèglement climatique à l'échelle planétaire, aujourd'hui, ce n'est pas un aspect politique, c'est un aspect scientifique. On l'a dit pendant des années, mais c'est pas nous qui disons ça, parce qu'on nous disait, oui, les écolos, etc. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, nous ne sommes pas des scientifiques qui travaillent. Non, le GIEC, c'est un groupement de plusieurs milliers d'universitaires scientifiques du monde entier qui travaillent à comprendre ce qui se passe sur la question planétaire, sur le climat. Et donc, on retrouve ces problématiques d'appropriation des sujets scientifiques, dont avec le Covid, c'est exactement la même chose, avec le réchauffement climatique, et on voit bien que dans l'opinion publique, et ce relais qu'est la presse entre l'opinion publique et les réalités scientifiques, il y a une perte de culture scientifique. Alors qui est certainement lié à des aspects comme ceux que vous décriviez, c'est-à-dire dans les rédactions, des manques de journalistes spécialisés, mais encore une fois, cette perte de culture scientifique, qui est pourtant une des clés des problématiques de climat,
elle est aussi dans la société. C'est-à-dire que nos concitoyens, au sens général du terme, ils sont aussi en train de perdre le lien à la science et mélangent science et un peu politique, c'est-à-dire les réponses. Parce qu'on peut être en désaccord sur des réponses à la question climatique. Est-ce qu'on va devoir, je sais pas, orienter l'énergie sur tel ou tel aspect, mais en fonction d'un constat climatique. Mais le constat climatique en tant que tel, c'est une réalité strictement scientifique. Et moi, je crois que dans ce débat que vous nous proposez, et d'ailleurs merci de le proposer, parce qu'il est éminemment intéressant, c'est vraiment aussi une question démocratique. C'est comment est-ce qu'on arrive à objectiver ce qui relève de l'avis personnel, ce qui relève de la science, ce qui relève de l'expérience de nos sociétés accumulées, et comment est-ce qu'on peut avancer avec une presse qui soit capable d'éclairer le sujet. Or, aujourd'hui, et là aussi, je vais essayer de parler des presses pour finir, parce que pour moi, il n'y a pas une presse. Elle n'est pas unifiée. Je ne crois pas à ça. D'abord, on a tout le champ du service public, qui a ses spécificités voilà, en matière de traitement de tous les sujets, mais des sujets climatiques. On a une presse, excusez-moi le terme, j'espère ne pas choquer, mais d'influence libérale au sens économique, c'est-à-dire qu'ils sont entre les mains d'acteurs économiques qui jouent des parties, leurs intérêts aussi, dans l'influence de l'opinion publique. Et puis vous allez trouver quand même une partie de cette presse qui est très, d'ailleurs avec laquelle on travaille beaucoup, mais qui est très très orientée sur les questions climat, environnement, qui commence à prendre, et qui est assez indépendante, je ne vais pas vous citer de titres ici, je ne sais pas si on peut faire de la publicité, mais vous voyez ce que je veux dire, et qui prennent de l'ampleur, qui économiquement fonctionnent très bien grâce au système d'abonnement en dehors de la publicité, etc. Et donc, je dirais bien que ces presses, elles sont en train aussi d'évoluer de façon différenciée en fonction de leur nature dans ce contexte où la société avance. Je pense qu'il y a aussi je pense un cas d'école intéressant en Normandie, c'est sur le nucléaire, par exemple, parce que par exemple sur l'EPR à Penly, comment une presse régionale aborde ce sujet alors qu'il y a une sorte de consensus politico-économique autour du développement de l'EPR et que la voix en fait des opposants, on l'entend quasiment pas. Enfin, elle est quasiment muette. Enfin, elle est muette. En tout cas, elle trouve pas de terrain d'expression. En tout cas. Mais vous savez, on a le même problème sur la question de la 133 à 134, faussement appelé contournement est de Rouen. Bon, je ne vais pas rentrer dans les. C'est moins unanime. Oui, non, mais il y a quand même des oppositions. Non, mais j'entends bien. Et locales, des élus, ce genre de choses. Oui, j'entends bien. On est membre de ce collectif, et il y a. Mais non, c'est pas sur l'uniformisation, c'est sur la question différenciée du traitement par la presse. En fonction de la place qui est laissée entre les pros, je veux dire la CCI et le MEDEF, et les élus, les territoires locaux, les associations, etc. Il y a eu beaucoup de difficultés et d'anecdotes assez parlantes qui vont dans ce sens, où on sent que la puissance économique derrière, elle joue son rôle en essayant d'orienter les choix éditoriaux. Alors, je ne parle pas du service public, je ne parle pas des médias, enfin de la presse spécialisée sur les questions environnementales, mais effectivement, c'est un vrai problème. Donc Laurent, est-ce que tu peux parler un peu de la façon dont France 3 traite ces questions, et notamment le fait que, donc, avec le magazine que tu présentes, donc Piste Verte, le choix c'est plutôt justement de positiver, de ne pas être anxiogène et de montrer justement des gens qui... Ouais. Oui, alors il y a pas mal de choses intéressantes qui ont été dites et ça reprend effectivement, je reprends un peu tout ce qui a été dit. Alors moi, j'ai pas le sentiment qu'à France 3, on découvre l'environnement. Il y a une vingtaine d'années, à France 3 Normandie, on faisait un magazine qui s'appelait Dans l'air du temps. C'était Olivier Quérault, on parlait déjà de ces questions-là. Je me souviens, dans les années 90, en Picardie, on faisait un magazine qui s'appelait Plein Champ, ça parlait d'agriculture. Le GIEC, les représentants normands du GIEC sont régulièrement dans nos éditions. Et dans le service public, il y a pas mal de journalistes qui sont sensibles à la question de l'environnement. Voilà, c'est peut-être pas le cas dans d'autres médias, mais voilà. Moi, j'ai l'impression que ce qui a évolué, en fait, c'est... Alors, Piste Verte, juste pour aller très vite, Piste Verte, au départ, c'était une édition de proximité.
L'idée, c'était d'aller rencontrer les gens en Normandie, dans tous les territoires, et on a mis une thématique environnementale. Donc en fait, on va voir des gens qui prennent des initiatives perso ou professionnelles pour essayer de faire des choses en faveur de l'environnement, des maraîchers bio, des producteurs locaux, des gens qui trient leurs déchets, des gens qui font de l'épicerie vrac, des gens qui replantent enfin voilà. Et donc c'est des initiatives, on ne fait pas un débat contradictoire, c'est pas l'endroit, c'est des initiatives qui peuvent être inspirantes, d'où le nom Piste Verte. Voilà. Après, ce qu'on disait, c'est que effectivement la société a peut-être changé. Effectivement, quand je faisais des sujets environnement il y a 20 ou 30 ans, on était souvent dans des choses un petit peu antagonistes. D'un côté, il y avait les défenseurs de la nature, des petits oiseaux, et de l'autre, en gros, les défenseurs de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus nuancées, parce que la société se rend compte que les problèmes environnementaux, c'est pas des choses anecdotiques et qui concernent juste les petits oiseaux. Après, sur les journalistes qui, effectivement, ont moins de temps et ont d'autres priorités, effectivement, moi je me souviens qu'à une époque, un journaliste pouvait très bien être payé toute une journée pour lire de la documentation parce qu'il préparait un dossier. Aujourd'hui, à France TV, en tout cas, personne n'est payé une journée à lire des bouquins. C'est plus le cas. On a une contrainte économique qui fait qu'on doit produire. Après, on a eu le virage du numérique, ce qui fait que tous les efforts financiers de formation ont été mis pour que les journalistes n'aient pas à se servir du web, etc., des outils. Enfin voilà, donc quand vous mettez de l'argent sur la formation pour ça et du temps, vous mettez moins sur les journalismes, sur l'environnement. Après, sur les scientifiques, alors le concours de Lille, c'était des scientifiques et des gens qui avaient une formation scientifique qui passaient un concours séparé, puisqu'en fait, quand on prend la sociologie des jeunes gens qui rentrent dans les écoles de journalisme, il y en a la moitié qui viennent de Sciences Po, dont la moitié viennent de Sciences Po Paris, et ensuite, l'autre moitié, c'est plutôt des sciences humaines, ça va être les lettres, ça va être l'histoire, etc., etc. Donc on n'a pas beaucoup de scientifiques, c'est pour ça qu'on leur fait un concours à part, parce que sinon ils auraient du mal sur les autres épreuves. Et effectivement, on prend des scientifiques conformés au journalisme. Alors maintenant, ça a dû changer, j'imagine. Alors, sur cette formation scientifique, c'est vrai qu'il y a tout un aspect scientifique, évidemment, pour comprendre tous ces mécanismes du climat. Moi, je pense qu'on manque aussi d'une culture économique. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu non plus chez les journalistes. C'est une vraie culture économique, parce qu'en fait, la crise du climat, c'est une crise de la production et de la consommation. Donc, c'est de l'économie. Et c'est là qu'aujourd'hui, quand on dit que la société a changé, que les gens perçoivent les problèmes d'environnement, c'est que ça commence à toucher leur niveau de vie. Donc là, ils commencent à faire un lien, et c'est là qu'il faut qu'on leur explique comment l'activité humaine, donc l'économie, ce qu'on consomme, ce qu'on produit, influe sur le climat et est en train de provoquer une crise du climat, une crise de l'épuisement des ressources, une crise de l'épuisement de l'énergie. Donc tout ça est lié. Donc je pense que la formation scientifique, oui. La formation économique, je pense qu'elle va de pair, elle est même hyper importante. Et après, on arrive sur le politique. Une fois qu'on est sur l'économique, quelles sont les réponses économiques? Là, on arrive dans la politique. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément de la culture du journaliste, c'est pas de comprendre tous ces mécanismes. Même si, je me souviens, il y a 2 ans, on a eu Sophie Roland, qui est une journaliste dite de solution, qui nous a fait une formation. On a été tous formés pendant 2 jours en séminaire. On a eu des gens qui étaient venus nous parler d'environnement. Moi, je ne pense pas qu'on soit rattrapé parce qu'on a toujours parlé d'environnement. Je pense que oui, on change en même temps que la société. On se rend compte que l'environnement, c'est au cœur de toute la mécanique et que maintenant, ça nous concerne. On est aux premières loges pour voir que ça nous tombe dessus, en fait. Donc, tout le monde est rattrapé. Pas les journalistes. Donc, dans le domaine de la formation, c'est vrai que je pense qu'il y a eu pas mal d'initiatives à cette rentrée. Je crois que, notamment à France Télévisions, il va y avoir une formation qui va être, je crois, institutionnalisée. Donc, je crois que c'est le cas aussi à Radio France, je pense. Mais est-ce que il y a eu d'autres initiatives dans d'autres domaines, que je vais citer quelques-unes. Donc, il y a la fameuse charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique, qui définit en fait très un peu impératif, notamment la spécialisation qu'on a évoquée tout à l'heure, mais aussi de faire évoluer les modes de fonctionnement. Il y a d'autres choses. Il y a notamment le conseil de déontologie de journalisme et de médiation, donc qui enquête actuellement sur le traitement des sujets scientifiques par la presse généraliste, pour savoir justement pour analyser comment ces sujets sont traités par la presse d'information générale. Et il y a aussi donc le hashtag Sauver le présent. Donc là, c'est une initiative à la fois du Parisien, des Échos, de France Culture, où là, c'est la logique de rubrique, enfin de traiter un sujet par mois lié à l'environnement.
il y a une autre initiative, hein, on revient avec un peu les réflexes de la presse d'avant, enfin la presse d'avant en tout cas, des vieux réflexes, c'est-à-dire que quand il y a un sujet qui apparaît, on fait un supplément, et donc là par exemple c'est le supplément de la PQR, qui est un supplément de 16 pages qui est paru en juin, qui s'appelait Enquête de demain, et je crois que c'est un supplément qui doit revenir au moins une fois par an. Donc là on montre qu'il y a un peu des différentes façons de traiter le sujet, mais ma question c'est comment justement on aborde ces questions de façon moins épisodique et moins conjoncturel. C'est-à-dire que comment on impose en fait un traitement transversal, enfin on impose en tout cas, on met dans la tête de ceux qui sont aux manettes de la presse, que s'impose un traitement transversal de ces questions. Donc c'est d'avoir cet aspect-là. Et l'autre aspect, c'est comment aussi on aborde ça. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes d'opinion qui ont été faites qui montrent que les gens considèrent que le traitement de ces questions-là est très anxiogène, qu'il n'est pas assez positif et qu'il est aussi très moraliste. C'est-à-dire qu'il dit il faut maintenant arrêter de dépenser n'importe comment, il faut bien faire son tri. Donc la question, c'est comment justement on essaie d'intéresser les lecteurs et l'audience. Je ne vais pas plus dire par exemple que ça ne fait pas d'audience. Je n'ai pas dit que ça ne faisait pas d'audience, ça en fait, Ça en fait moins. ouais, ça en fait moins. Mais ça en fait de plus en plus. Oui, mais la question c'est justement comment on allie les deux. Oui, donc vas-y, Jean-Marie. Écoute, moi je crois que c'est très important ce que tu viens de dire et c'est effectivement un des éléments qui apparaît dans les propositions là. Je pense que l'étape dans laquelle on est, c'est l'étape de la transversalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut arrêter de raisonner en termes de rubriques. Il faut effectivement, et autrement dit, ça veut dire qu'il faut que la prise de conscience et la mise en pratique, ça monte d'un cran, c'est-à-dire que ça passe dans les rédactions en chef, ça passe dans l'encadrement. Parce que tant qu'on est dans des silos, on va dire, bon, bah alors d'accord, c'est la rubrique machin. Bon. Mais moi, ce qui me frappe, quand j'écoute un journal de radio, enfin un bulletin de radio, etc., alors on parle de l'environnement, puis après, il fait très chaud au mois d'octobre, on dit, oh, il va faire beau. Oui, très bien. Donc on est sans arrêt comme ça dans des espèces. Pareil, on va passer à la rubrique sur la cuisine. Alors là, vive la viande, alors qu'on sait très bien qu'il y a effectivement tout un débat autour de la consommation. Autrement dit, il y a vraiment un problème de mise en cohérence, je dirais, éditoriale et de réflexion sur en quoi on n'est pas simplement les questions d'urgence climatique, c'est pas simplement un sujet, c'est vraiment toute une cohérence à faire passer dans les rédactions. Et là, je crois que c'est vraiment une étape qui est complexe parce que autant on peut imaginer former quelques journalistes à une culture scientifique meilleure, etc. Mais alors l'encadrement, c'est une catastrophe. Je veux dire, au niveau des idées préconçues, etc., on ne peut pas faire mieux. Hein. Y compris avec ces idées, c'est un sujet qui marche, c'est pas un sujet vendeur, etc. Et puis il y a aussi le fait que l'encadrement, contrairement à beaucoup de journalistes qui vont traiter ces sujets-là, il est en permanence, je dirais, en contact avec tous les lobbies qui peuvent exister sur le sujet. Oui, parce que par exemple, Pierre, tu disais de l'agriculture, par exemple, toi aussi tu parlais de l'agriculture, un sujet environnemental, mais pour moi c'est pas un sujet environnemental. Ou alors inversement, dans le sens où je pense... Non mais je veux dire, on parlait déjà d'environnement, même quand on parlait d'agriculture, on pouvait parler de protection des captages, de pesticides. Dans la mesure où l'industrie en elle-même est quand même pointée du doigt, y compris par les rapports du GIEC, comme étant une des plus polluantes. Vous disiez la viande. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat possible, hein, il y a vraiment un consensus que, nourrir des bovins avec des céréales par ailleurs, avec lesquelles on pourrait nourrir des humains, ça pose question, ça pose problème ou autre. Vous parliez non, c'est toi qui parlais des sujets anxiogènes. Ça, c'est aussi un truc sur lesquels nous, on est souvent rappelés. Il y a une incitation, une demande plus ou moins forte de la part de la population de journalistes qui parlent un peu de bonnes nouvelles, qui mettent en avant les bonnes initiatives ou autres. Il y a des médias spécialisés, et c'est vrai que c'est agréable de voir des vidéos des fois qui racontent des belles histoires, qui nous font provoquer des sentiments positifs et qui nous font rire. Le truc, c'est que, ou alors j'ai mal compris les rapports du GIEC, mais quand on parle écologie, quand on parle planète, je vois pas en quoi ça peut pas à un moment donné être un minimum anxiogène. Parce que si on met en avant vraiment, ou alors j'ai vraiment pas compris ce qu'il disait, mais
ce que j'en comprends du message, c'est pas aujourd'hui il faut décroître un peu plus, faut croître un peu moins rapidement. Le développement durable, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu, où tout va bien en même temps. Je pense que c'est un fantasme qui a été alimenté également par les politiques. Hein. On fait une patinoire avec un peu un truc vert, on fait même Total fait plante des tomates avec la chaleur produite par ces raffineries, donc ils obtiennent des petits labels pour ça. Ça reste anxiogène. Oui, mais pour revenir à la question de Jean-Marie, est-ce que toi, qui es rédacteur en chef, donc qui a une ligne de juriste, est-ce que tu ne peux pas dire à des juristes, à chaque fois que vous traitez un sujet, vous vous posez cette question-là? C'est-à-dire que. Ah bah moi en tout cas. Quel que soit le sujet. Ah oui, de poser la question de l'écologie sur tout toujours type de sujet. voilà. Mais ça, je suis tout à fait d'accord que la transversalité aujourd'hui, l'enfermement dans une rubrique dans un journal, bah, elle a son biais que les gens qui ne sont pas intéressés ne la liront jamais, et ceux qui sont déjà convaincus y iront. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on prêche toujours pour sa paroisse, on vit en vase clos ou autre. Donc oui, la transversalité, elle doit je pense, s'imposer. Est-ce que les directions des médias, moi je vais parler pour la mienne, il y a une incitation. On a créé là récemment une verticale qui s'appelle Planète, où il y a un journaliste qui est désigné pour agglomérer tous les sujets autour de l'écologie. Donc oui, il y a une prise de compte. Mais le problème, c'est justement une verticale, c'est pas une transversale. Non, mais ça veut pas dire. Non, mais dans les journaux, parce que bon, nous, on a cette double casquette qui est print et web. Bon, bah, les rubriques environnement, regarde dans mes deux journaux, il n'y en a pas. Ou écologie, peu importe comment on l'appelle. Et c'est vrai que la question de l'écologie, ou peu importe le terme qu'on lui pose, elle doit se poser pour tous les aspects d'une politique ou autre. Et ça, bah, j'ai pas l'impression non plus que ce soit exemplaire, oui, sur les médias, mais ça va de plus en plus loin. Oui, il y a énormément de choses très intéressantes. Un des sujets fondamentaux, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété, parce qu'on va la caractériser. Alors, et d'ailleurs, qui est très présente chez les plus jeunes, qui fait même des vraies difficultés chez les adolescents, les jeunes adultes, etc. Et il faut essayer d'analyser de la construction, quelles sont les causes qui entraînent cette montée de difficultés. De mon point de vue, c'est vraiment la question d'une injonction contradictoire. Une injonction contradictoire, c'est quand on dit à quelqu'un quelque chose et son opposé. Et donc la personne, elle se retrouve un peu déchirée, je dirais, dans une capacité à faire un choix, puisque finalement, on lui demande le noir et le blanc en même temps. Eh bien, je pense que le problème de notre société, il est dans l'injonction contradictoire. D'un côté, on veut simplifier la vie de nos concitoyens avec les smartphones, l'ensemble des services économiques qui sont offerts à nos concitoyens. C'est fait pour simplifier nos vies quotidiennes. Hein. On essaie de nous simplifier la vie quotidienne. Et dans le même temps, notre société, elle se complexifie. Et donc, on est bien dans une dichotomie entre la simplification de nos vies, qui est un vrai marché économique, qui est une aspiration quasi philosophique aussi pour certaines personnes, et qui marche très très bien. Les smartphones, les applis, etc. Tout ça est fait pour nous simplifier la vie. Et en même temps, nos vies deviennent de plus en plus complexes, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, parce qu'on a une connaissance mondialisée des phénomènes économiques, environnementaux, ce qu'on n'avait pas il y a 100 ans. Il y a 100 ans, dans la rue de Rouen, on ne se posait pas la question de savoir s'il y avait eu une catastrophe environnementale en Chine. Aujourd'hui, dès le moindre aspect, on est au courant. Les complexités économiques, vous avez raison, aujourd'hui, prendre une décision, même sur un dossier local comme celui du nucléaire ou celui des autoroutes faussement contournement Est, eh bien, ça demande d'accéder à des complexités. On ne peut pas prendre une décision. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de nos concitoyens qui posent des avis durs, je dirais, avec rien en feedback, en connaissance, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur que je porte là. Et cette dichotomie, pour moi, c'est ce qui va engendrer l'anxiété. Et cette dichotomie sur la question climatique,
elle est assez importante. C'est-à-dire que le constat scientifique est très anxiogène. Aujourd'hui, lire un rapport du GIEC, le décrypter, c'est hyper anxiogène. Parce qu'effectivement, l'avenir de notre planète telle qu'on l'a connue, mais quelque part aussi de l'ensemble du monde du vivant, est potentiellement impacté. Ce qui quand même, c'est une première dans l'humanité. Nous n'avons jamais eu ce genre de situation à gérer. Donc, effectivement, ça génère beaucoup d'anxiété. Les solutions pour limiter l'anxiété, c'est de dire qu'il y a des solutions. Et c'est bien l'articulation entre... Donc, la science, elle va dire qu'on a un problème. Donc là, on a un sujet anxiogène. Et les solutions, elles vont être d'ordre... Comment on se réorganise, comment on réorganise nos sociétés pour apporter des solutions qui vont à la fois résoudre le problème, générer un peu d'espoir dans nos concitoyens. Et je voudrais finir sur... Résoudre le problème, peut-être pas en entier. Non, enfin, l'atténuer. Oui, enfin, l'atténuer. Il y a un côté irrémédiable quand même de... Oui, bien sûr. Oui, Non, non. une partie irrémédiable. Bien sûr, vous avez raison là-dessus. Ma langue a fourché l'atténuer, adapter, etc. Bien sûr. Et je voudrais juste finir sur un truc, c'est la dangerosité de ce qui se passe sur la culture scientifique, la complexité. Nous, on a un mot là-dessus, on l'appelle l'obscurantisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre société est en train de se fracturer d'une façon excessivement violente. Et là aussi, peut-être irrémédiable entre ce qu'on va appeler l'obscurantisme, c'est-à-dire j'ai un avis sur tout sans jamais prendre le temps vraiment de creuser un sujet, et les cultures complexes, je vais dire, que ce soit climatique, économique, etc. Oui, ça fait l'idée de la post-vérité à la mode de Trump. Oui, c'est ça. Et on sent que la société, et comment est-ce qu'on recrée des passerelles, des ponts entre ces deux France, mais ça vaut l'échelon européen, enfin, je veux dire, c'est un phénomène occidental, enfin, en tout cas, à l'échelle européenne qui existe, entre les gens, nos concitoyens qui dérivent malheureusement, tristement, dans des formes d'obscurantisme complet, et la société qui se complexifie. Mais ce que je peux résumer aussi entre la simplicité qu'on nous vend et la complexité des situations auxquelles on doit faire face. Jamais l'humanité n'a été confrontée à des défis aussi importants, mais aussi complexes, parce que la climatologie, au sens scientifique du terme, c'est excessivement complexe. Donc Laurent, comment la presse peut faire mieux alors ? Alors, on parlait de sujets anxiogènes. Comment on peut parler mieux dans les médias, et notamment les médias généralistes, du climat, de la crise, sans éviter plusieurs écueils? À mon avis, il y a plusieurs écueils. Le premier, c'est effectivement le côté anxiogène. On a quand même eu 2 ans de Covid et la saturation en même temps. Donc, pendant 2 ans, on a mangé matin, midi et soir le Covid. Et on voit aujourd'hui l'état psychologique de la population après 2 ans de matraquage médiatique là-dessus. Les vieux, ils ont l'impression qu'ils sont complètement fragiles parce que pendant 2 ans, on leur expliquait qu'ils allaient mourir. Et les jeunes, ils sont complètement... C'est pas fort, hein. C'est pas faux. Et les jeunes, ils ont été complètement déboussolés. Ils sont 2 fois plus nombreux à construire. Donc, on va parler au fait de la crise climatique, mais est-ce qu'il faut qu'on sature les gens qui nous regardent des messages anxiogènes toute la journée? C'est pas forcément, le mot c'est contre-productif, mais c'est pas forcément efficace. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a l'anxiété. Après, il y a le côté culpabilisant. Voilà, on va culpabiliser. Tu manges de la viande, tu prends l'avion, tu as une voiture, tu joues au golf, tu fais du barbecue, enfin plein de choses comme ça. Les gens ne sont pas là pour se reprendre des reproches toute la journée, sachant que même si chacun peut agir à son échelle sur plein de trucs, notamment en triant ses déchets, des gestes comme ça, ou en choisissant bien ce qu'il achète, en réfléchissant à ce qu'il achète, le consommateur il est quand même prisonnier d'un système. Si demain tu vas acheter des baskets, tu vas les acheter, tu as quand même 99% de chances qu'elles ont été fabriquées en Chine. C'est pas toi qui as décidé que l'usine de chaussures elle est partie en Chine parce que c'était moins cher, etc. Donc voilà, le consommateur, il n'avait pas les moyens, il a une voiture, aujourd'hui elle marche au pétrole, c'est comme ça. Donc il ne faut pas culpabiliser les gens en permanence, ça c'est le deuxième écueil. Et après, moi je pense qu'il y a quand même une dimension de déni collectif, parce qu'on est au stade où on constate les phénomènes. On dit oh là là, c'est grave, il faut faire quelque chose, etc. Et on n'est pas encore au stade où on dit aux gens ce qui va se passer
comment on va régler le problème? Mhm. En fait, on peut retourner le problème dans tous les sens. Il y a une seule issue à tout ça, c'est qu'on va consommer moins. On va tous consommer moins. Soit on va devoir le faire, soit de toute façon, on va déjà le faire. C'est déjà en train de le faire. En septembre, moins 3% dans les supermarchés, les gens consomment moins. Et ça, dire aux gens aujourd'hui, vous êtes votre niveau de vie avec la crise climatique, il va baisser. Ça, c'est quand même un truc qu'ils n'ont pas envie d'entendre. D'ailleurs, la preuve, les politiques leur disent c'est quoi votre priorité? C'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça veut dire capacité à consommer. Donc, on va maintenir votre capacité à consommer, sachant qu'on a une crise climatique qu'il va falloir régler. Et là, vous allez devoir consommer moins. Donc, tu vois la dichotomie. Et en plus, on est dans l'injection, je reprends l'injonction contradictoire, parce que on est depuis des décennies dans un système économique dont le moteur est de consommer plus. Et l'injonction, c'est de consommer plus. On va fabriquer des tas de marchandises, vous allez avoir envie de les acheter, on va mettre de la publicité, et donc vous allez consommer plus. Mais en même temps, si vous voulez régler la crise climatique, vous allez consommer moins. Donc tu fais un JT pendant, allez, admettons qu'on fait du transverse, on fait 10 sujets sur la crise climatique, consommer moins, consommer moins. Le JT se termine, il y a un générique, et après on a 10 minutes de publicité qui te donne envie d'acheter des trucs. Le gars il dit, mais attends, je comprends rien, on vient de m'expliquer pendant une demi-heure que je vais consommer moins, et on me passe des messages pour que j'achète des chaussures chez Salado, il y a un truc qui va pas. Et les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Monsieur Corman, un petit tac au tac. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est une façon de vous interrompre en fait. Mais, vous avez dit quelque chose, enfin vous dites que la crise climatique elle va induire une diminution des consommations. Alors c'est vrai, hein, c'est juste. Hein, mais aujourd'hui, ce qui impacte vraiment la diminution de consommation, c'est quand même d'abord la crise économique. Bien sûr, c'est le prix. D'accord, Ah, oui, on est d'accord, hein, parce que ce qui sera subi. oui, voilà, C'est ce que hein, je on est dis. d'accord. Oui, on est Hein, complètement d'accord. finalement, cette crise Bien économique, c'est ça qui va faire que nos concitoyens, parce que je dirais que la part de réduction des consommations chez nos concitoyens, qui est attribuée à la question climatique, c'est-à-dire je réduis ma consommation pour moins d'empreintes, elle est très faible par rapport à la part qui est issue de la crise économique. Les gens ont peur de cet hiver, de l'explosion des coûts d'énergie, etc. Tu vois, par exemple, une question, par exemple, moi je m'interrogeais là, si j'étais encore responsable d'une équipe de journalistes, je me dirais, par exemple, la fête du ventre. Comment tu traites la fête du ventre? La fête du ventre, c'est comme la grosse fête à la barbaque. Il y a un moment, tu te dis, tu vois, mais attends, c'est une vraie question parce qu'en fait, l'humanité faut qu'elle arrête de manger de la viande dans des proportions colossales. L'humanité, ça ne pourra pas marcher à l'échelle de 2050. Donc il y a un moment où tu dis, comment toi tu traites ce sujet? Est-ce que tu fais comme tu faisais chaque année? Tu dis, ouais, tu fais le côté festif, tout ça. Tu vois, c'est des vraies questions qu'on peut poser. Là, on est Il sur faut un... que ça infuse tous les sujets. En Ah fait. oui. Et ça, c'est pas. Oui, mais là, on va arriver... Non, mais on n'est pas obligé de culpabiliser les gens. Mais dès l'instant Bah, où on tu leur commences à explique, regarder bien sûr, avec une nouvelle grille de lecture tous les sujets, c'est pas de la culpabilisation là, c'est de mise en perspective. Et surtout, il y a de la Je suis pas d'accord culpabilisation. parce que j'ai l'impression qu'effectivement, à chaque fois qu'on parle d'écologie, c'est pour culpabiliser les personnes. Ouais. Et donc Oui. en fait, on a l'impression que quoi qu'on fasse, même si on essaie de faire bien, ce sera jamais assez bien. C'est-à-dire que je fais mon tri, mais je porte un jean. Et pour produire un jean, il faut je sais plus combien de milliers de litres d'eau. Donc quoi qu'il en soit, je serai jamais vertueuse. Donc quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, j'arrête tout. Ben voilà. Et même nous, dans nos papiers, on essaie de le faire, sauf qu'au bout d'un moment, on fait, mais moi j'en ai marre de toujours culpabiliser les gens. Ouais, mais c'est pas c'est pas culpabiliser. forcément culpabiliser les gens, c'est poser des questions. Mettre en perspective et le faire à travers cette Parce que la c'est très différent. J'ai du pas mal à du tout trouver pareil. les clés et c'est ça. Ouais, mais je suis d'accord, c'est compliqué entre catastrophisme Oui. et bisounours. Là- Moi, je suis toujours un là, on peu va- gênée. Il y a un entre-deux, évidemment. Oui. Il y a évidemment un entre-deux, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est comment produire un discours qui est audible. Et c'est vrai que le discours qui a été beaucoup relayé par les médias parce que qui relayent les propos des politiques, c'est en gros le changement climatique, c'est aussi une affaire dont vous êtes responsable et qui est entre vos mains. Or, aujourd'hui, on sait une chose, hein, c'est que bien sûr, évidemment, c'est bien mieux que les gens aient tous des comportements vertueux. Ça, je pense, dans la pièce, il n'y aura aucun pour le contredire. Mais les plus gros pollueurs, ce sont les industries. Ce sont collectivement comment on organise notre façon de produire, notre façon de
transporter de l'énergie. Aujourd'hui, on Partager est la dans une, terre, oui. dans une addiction à la calorie, dans laquelle on voit bien avec la crise, les grèves chez Total, et donc les gens qui se ruent dans les stations-service. Il y a une addiction à la calorie. Et oui, de gré ou de force, on arrivera un jour à un sevrage plus ou moins important. Bah, Ça, c'est exactement ça c'est ce sevrage qui, à mon avis, fait peur. Parce que vous disiez tout à l'heure, La baisse question, de la pouvoir question d'achat. elle se pose, c'est ok, on consomme tous trop, il y a plein de choses qui consomment, il y a les téléphones, la 5G, la viande, il y a plein de choses qui consomment. Mais alors, qui à un moment décide que ça, qui va consommer moins et sur quels critères? Est-ce qu'on décide que toi, par exemple, tu vas consommer moins de viande, mais lui, il aura le droit de continuer à consommer, à aller faire son voyage en avion? Qu'est-ce qui va être légitime de consommer? Qui va décider? Les gens qui vont devoir se serrer la ceinture et ceux qui ne vont pas devoir le faire. On en est là aujourd'hui. Les gens se dénoncent les uns les autres. Ah, lui, il joue au golf, c'est lui le pollueur. Non, mais toi, tu as une voiture, c'est toi. Toi, tu es un mangeur de viande. Alors, qui est légitime pour continuer à consommer comme il le faisait jusqu'à présent? Qui va devoir se serrer la ceinture? Allez-y. Je veux On juste en est là. terminer là-dessus, c'est que aussi là on est en train de parler à une classe moyenne assez aisée parce qu'il y en a déjà beaucoup qui mangent plus de viande parce qu'ils n'ont plus les moyens et qu'on leur dit qu'en plus tous les jours que c'est à cause d'eux que la planète se pollue. Donc c'est en plus, je trouve, ça en est un discours de classe, c'est hyper discriminant et il y a des gens qui reçoivent des messages qui ne peuvent pas recevoir et qui se disent ah ouais on doit manger moins de viande mais moi j'en mange déjà pas de la viande parce que je n'ai pas les moyens. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, cette discussion, ce débat, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais elle est symptomatique de ce qu'on vit, c'est-à-dire que, en fait, c'est objectivé, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc, si je prends l'exemple du jean tout à l'heure, mais entre prendre sa voiture tous les jours pour faire 45 km pour aller au travail, qui va émettre tant de tonnes de CO2 par an, c'est objectivable. Un jean, c'est tant de grammes de CO2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et en fait, la question, elle n'est pas d'arrêter tout et d'être perdu par rapport à la culpabilisation, à la consommation. Elle est de mettre de la connaissance dans ce qui se passe en matière de consommation. Parce que nos concitoyens, s'ils doivent manger des produits alimentaires, mais qui viennent d'un périmètre de, je sais pas, 50 km autour de Rouen, même s'ils mangent un petit peu de viande ou de choses comme ça, franchement, l'empreinte carbone, elle est beaucoup plus faible que de manger, par exemple, de l'ananas qui vient de l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, et c'est là que c'est là où nous, on a une difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à dire ça c'est scientifique. Enfin, je veux dire, on peut calculer le coût carbone de votre steak argentin ou de votre steak Braillon. C'est pas du tout le même coût carbone. Et là, ça a des impacts en termes d'émissions. Et cette rationalité scientifique, elle serait déculpabilisante. Parce qu'on pourrait dire, bien, moi, des fois, je me lâche à faire des choses qui me coûtent un peu de carbone, parce que je sais que je fais du vélo tous les jours, etc. Mais je peux, parce que je sais que je prendrai pas l'avion pour partir en week-end aux Seychelles. Ça, je ne fais pas, parce que là, j'explose mes coûts carbone. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, je vais pouvoir avoir tel ou tel excès. Mais ça, c'est de la connaissance scientifique. De fait. Selon votre vie de citadin, vous pouvez prendre le vélo. Moi, je pense aussi à des gens qui habitent à la campagne et qui ont des enfants qui doivent déposer à la crèche. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet de la presse? Non, c'est par rapport aussi à la classe. Je pense que la classe à laquelle on appartient dépend aussi de... Jean-Marie? Oui, enfin moi, cette discussion sur la culpabilisation, je pense que ça renvoie à quelque chose qui est aussi dans la plateforme et que j'ai trouvé intéressant. C'est en quoi on va, enfin dans la hiérarchisation des sujets, en quoi on va mettre en avant ce qui est structurel, c'est-à-dire ce que sont les enjeux structurels. Moi, par exemple, le débat sur la voiture, sur ce que consomme ma voiture, ou est-ce qu'il faut prendre un vélo, pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sur les transports. Moi, j'habite une commune à 20 km de Rouen. Si je veux venir en transport et que j'ai une réunion qui se termine à 19h ou 20h, je ne peux pas le faire. Parce que de fait, le transport collectif arrête.
j'ai pas vu en quoi, dans toute cette dernière période où on a mis l'accent sur les problèmes de transport, en quoi on a réellement relancé des politiques de développement des transports en commun. Donc, je pense que c'est aussi ça, quand on dit transversalité et mettre l'accent sur les enjeux structurels, c'est ça, c'est-à-dire voir dans la hiérarchie de l'information ce qu'on a aussi de peut-être de plus important qui peut être mis en avant. Et moi, je suis par exemple frappé lorsque, c'est pour ça que je disais aussi transversalité, lorsque les journalistes politiques vont interviewer un homme politique, ou lorsque j'entends un certain nombre d'éditoriaux politiques, on est toujours sur la tactique politique, sur des choses comme ça, où effectivement, où on va utiliser des notions comme le PIB, un certain nombre d'éléments, pouvoir d'achat, etc. Jamais on déconstruit tout ça. Et les politiques ne sont pas réellement interpellés sur, effectivement, sur ce qui est structurant par rapport à ces enjeux-là. Tout à l'heure, on a fait référence à la présidentielle, mais quand on voit la manière dont on a laissé finalement les candidats sortir de ces enjeux-là pour se cantonner sur de tout autres enjeux, je pense que là, il y a une responsabilité des médias qui est plus importante, au sens où les médias, c'est quoi? C'est d'abord un contre-pouvoir, c'est d'abord une capacité à essayer de déplacer un peu comment, par exemple, les politiques posent les problèmes. Là, je pense que c'est un élément qui me paraît plus important que... Alors, vous allez me dire, ça évite pas le sujet que vous avez évoqué, effectivement, est-ce qu'il faut manger de la viande, etc. Mais si on met davantage l'accent en termes de hiérarchie de l'information sur effectivement ces enjeux structurels, on va peut-être voir effectivement que c'est moins important d'insister sur ce que mangent les gens que d'insister sur le fait que les politiques de transport ne bougent pas, qu'un certain nombre de grands axes en matière de politique agricole ne bougent pas, etc. Je pense que c'est ça qu'il faut... Oui, parce que moi je pense, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, que la presse n'est pas forcément que le reflet de la société, c'est-à-dire qu'elle a aussi une fonction Elle peut prendre les devants. Voilà, c'est ça. Elle peut prendre les Elle devants. a aussi une fonction sociétale et qu'elle doit aussi bouger un peu. Mais elle bouge aussi en parallèle. Et moi, Oui, pardon, vas-y. non, ouais. Je trouvais très intéressant ce que vous disiez à l'instant. Ça va rebondir avec votre premier propos, première intervention, sur les invités, les interlocuteurs à qui on donne la parole sur ces sujets-là. Et là, je pense collectivement, on peut tous se regarder un peu, pas que la presse, pas que les chaînes d'infos continu ou autres, on peut tous se regarder sur les bons clients, parce que c'était des gens qui parlaient bien, qui argumentent d'autorité, c'est un des pieds cognitifs assez documenté en la matière, qui, on l'a vu pendant la crise Covid, on s'est rendu compte qu'on invitait des gens dont rétrospectivement il s'est avéré qu'ils n'étaient pas légitimes, pertinents pour parler de cette question-là. Sur la question du climat, on a trop fait valoir le contradictoire, je pense. C'est un biais dans lequel le journaliste, parce qu'on est habitué à ça. Mais aujourd'hui, il y a un consensus sur le climat. Est-ce que c'est légitime qu'il y ait un mec venant sur les plateaux télé pour déverser un discours climato-sceptique, pour aller contre tout le savoir qui a été accumulé? Et ça c'est vrai que ça pose problème. Oui, enfin, moi je pense qu'il y a toute une partie de la presse qui pense que c'est aussi un effet de mode. Hein. Je pense qu'il n'y a pas forcément une conviction profonde au sein de la presse. Et justement, il y a un des 13 points de la charte qui parle qui préconise la création d'écosystèmes solidaires au sein de la presse. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez, vous, qu'une mobilisation générale de la presse, parce que pourquoi pas, on pourrait imaginer une mobilisation générale de l'ensemble de la presse sur une réflexion sur le traitement justement de ces questions, parce que moi je pense qu'il y a une responsabilité de la presse sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation est possible ou pas? Moi je trouverais ça très intéressant. Oui, bien sûr, je trouve ça possible et ce serait intéressant. De toute manière, c'est toujours bien de se regarder, se remettre en question. Hein. Il y a toujours des choses à améliorer. Si tu me permets également de revenir sur un élément, sur l'anxiété, dont on a parlé tout à l'heure, sur également la culture scientifique. C'est vrai que ça demande des compétences assez très poussées. Ça fait intervenir des phénomènes tellement complexes que c'est assez dur déjà de les synthétiser et de les vulgariser, hein, c'est une réalité. Et sur l'anxiété et les médias, là je vais citer, c'est pas moi, hein, je vais citer Étienne Klein dans son livre Le goût du vrai, c'est un physicien, philosophe,
qui a étudié un peu tous nos biais par rapport à la crise Covid. Et il mettait en avant un truc, je pense, dont notre société souffre, c'est que dans un climat d'anxiété, qui est-ce qu'on va chercher? Celui qui a les réponses toutes faites, qui assène des vérités absolues dans les médias, qui n'a aucun doute. Ça, c'est par exemple Trump. Il a asséné des vérités, en plus contre la question climatique. Mais... Or, la personne, le scientifique, on voit bien les scientifiques du GIEC, quand ils interviennent dans les médias, ils sont pleins de mesures aussi. Ils n'affirment pas des certitudes parce qu'ils veulent pas ils sont connaisseurs de leur sujet. Et donc, ils disaient, ces gens-là, on se fait médiatiquement déborder par toutes les personnes qui arrivent avec des certitudes. Et ça, c'est vrai dans les interviews, dans les débats qui sont organisés, les face-à-face entre deux contradictoires. Celui qui assène des vérités, qui assène des certitudes, bien souvent, il gagne la partie. C'est vrai également sur les réseaux sociaux. Oui, alors je voudrais dire un truc, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement, mais qui a à voir seulement avec la presse. Parce que, après tout, c'est vrai que on a tous appris à l'école, au collège, ces fameux 3 pouvoirs. Rappelez-vous, quand vous faisiez la Révolution française au collège, les profs, ils vous disaient le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et tout ça doit être complètement séparé, indépendant et autonome. C'est le fonctionnement de la société qui est en jeu. Bien, bon, ça c'est l'époque du XVIIIe siècle, c'est une époque qui venait apporter des réponses à la monarchie, ce qui est juste, une réponse juste. On a un problème nouveau dans nos démocraties, et je ne parle pas de la République, qui est un problème constitutionnel, je parle de démocratie, c'est-à-dire le fondement du ciment qui nous permet d'organiser nos sociétés, qui est la non-intégration dans cette réflexion du 4e pouvoir, qui est ce pouvoir médiatique, qui a pris une ampleur gigantesque. Et alors, sur les 30 dernières années, depuis la fin des années 90, 80-90, entre 30 et 40 ans, qui a pris encore plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on avait beaucoup de médias dits d'opinion. On était abonné au Figaro, à l'UMA, voilà. Il y avait le RTF, et puis on s'arrêtait là. Maintenant, ça a complètement évolué. Et ce 4e pouvoir, il est complètement abandonné au sens politique du terme. C'est-à-dire qu'on ne le traite pas. Et ce qui crée pour moi, ce que vous expliquiez, c'est-à-dire le rejet aussi, parce qu'il y a quand même un fort rejet de la part de la population, que j'appuie sur l'obscurantisme, encore une fois, c'est-à-dire un avis tranché, non éclairé, non réfléchi sur les choses, parce que voilà, on nous a poussé à la simplicité aussi intellectuelle. Or, l'intégration de ce 4e pouvoir, il devrait être de fait. Il faut intégrer le 4e pouvoir, qui est le pouvoir des médias, qui est très bien. Et au contraire, en tant que tel, c'est plutôt quelque chose de positif et de très valorisant pour nos sociétés. Mais par contre, il faut être capable d'y mettre une régulation citoyenne dedans. Juste là, vous avez suivi l'histoire du jugement. Là, j'ai noté décision 6 octobre 2022, Draghi fait condamner un média indépendant qui voulait sortir un papier en amont. C'est-à-dire que le papier n'est même pas sorti, que déjà il arrive à faire condamner sur une loi 2018 sur le droit des affaires proposée par Emmanuel Macron, président de la République, qui dit... européenne, hélas. C'est une réglementation européenne. Ah bon, d'accord. Vous voyez, moi, je n'ai pas été jusque-là, mais où on voit que l'information et le droit des affaires, eh bien, est complètement intriqué. Or, et ça, de mon point de vue, ça se résume en une problématique sur la presse qui est fondamentale, c'est comment est-ce qu'on permet de mettre une dose de citoyenneté dans le pouvoir médiatique. Pour pouvoir réguler un petit peu, faire de la régulation, et au niveau culturel et philosophique. Et je pense que ça ferait un bien fou à notre démocratie, un bien énorme, parce que c'est un des problèmes fondamentaux de la rupture démocratique qu'on peut voir dans l'électoralisme avec les taux d'abstention. Enfin, il y a plein d'éléments qui viennent se construire, et qui est que nos concitoyens
n'ont pas confiance dans notre système globalement médiatique, hein, j'entends, parce qu'ils n'ont pas leur place. Et pourtant, ils sentent bien l'importance fondamentale que ça a sur leur vie, sur l'opinion du cadre voisin, de la famille, etc. Et ils sentent qu'ils en sont totalement dépossédés et qu'il n'y a pas de régulation philosophique et culturelle et citoyenne. Et une des pistes de mon point de vue, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Je le dis souvent, mais je suis scandalisé par certains mensonges qui sont dits sur certains médias, pas par les journalistes, hein, mais par les intervenants, enfin les invités, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui racontent des trucs qui sont complètement faux, et qui ne sont pas repris, et qui n'ont aucune sanction citoyenne. C'est quasiment du mensonge en direct, et ça passe comme une lettre à la poste. Mais ça, ce n'est pas... Enfin, je pense qu'une régulation citoyenne est vraiment à réfléchir. Alors après, ce que je ne sais pas... C'est un peu l'esprit de la création du Conseil de déontologie. C'est un peu ça. C'est comment, dans l'opérationnalité, on peut mettre de la citoyenneté dans réguler ce pouvoir médiatique par la citoyenneté. Ça, je pense que c'est l'histoire des professeurs. Le financement, ça peut être un moyen, je sais pas. Enfin, en vrai, le plébiscite, par le fait de consulter un article, un média, acheter un journal, regarder une télé, c'est déjà aussi un signal envoyé sur oui ou non la population adhère, apprécie, valide ou autre. Ça peut être un des moyens, mais c'est vrai que je suis d'accord avec cette idée de... Laurent, toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait donc un sursaut plus important et collectif de la profession sur les questions du règlement? Moi, je suis un peu... Il y a la charte là, qui est sortie, la charte des journalistes qui sont... Moi, j'avoue qu'il y a des trucs qui me chiffonnent un peu quand même si ça paraît une très bonne intention. On sort une charte, on s'engage à traiter l'environnement, mais il y a quand même des textes dans les journalistes. Il y a la charte de déontologie qui existe au niveau européen, au niveau mondial, qui est un texte qu'on ne signe pas d'ailleurs. Quand on rentre comme journaliste, on ne signe pas ce texte-là. Et moi, il y a 2-3 choses qui... Alors, je comprends l'élan, je comprends effectivement le constat qui est de dire que l'urgence n'est pas forcément bien mise en valeur, etc., qu'on manque de formation, qu'on devrait être plus indépendant des pouvoirs, etc. Mais moi, il y a des choses qui me chiffonnent dans cette charte parce que je me dis c'est quand même un texte qui est là pour influencer et orienter le travail du journaliste. Et quelle que soit la cause, je trouve que ça, moi, ça me fait un peu tiquer. Après, j'ai lu dans l'article, il y a le 3e article là, de cette charte qui dit qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie, aux images qu'on met, etc. Donc déjà, je me dis attention. Mais moi, c'est intéressant parce que là, est-ce que l'urgence climatique est une matière comme une autre? Bon, je pense que ce n'est pas une matière comme une autre. Justement, que ça impose justement des choses comme ça. Je dis qu'au nom, je ne sais pas. Parce que c'est une question. Il y a quand même des principes fondamentaux que la liberté de la presse, l'autonomie éditoriale des rédactions, bien sûr. La pluralité des points de vue. Et là, cette charte, elle rogne un peu sur ça au nom de la cause. Non, parce que... Si, parce que quand tu commences à dire il faut faire attention aux mots et attention... Elle n'est pas coercitive, c'est pas une cause, c'est un fait. C'est pas une cause. C'est pas une cause, c'est un fait. Oui, c'est pas une cause, c'est un fait. D'accord. Attention, j'ai creusé un peu justement, parce qu'il y en a un qui dit... regarde l'article 3 qui dit attention aux images, machin. Donc déjà, je dis, il y a les bonnes images, il y a les mauvaises images. Il y a les bons mots, il y a les mauvais mots. Donc je dis, je vais essayer d'en savoir plus. On va aller voir... La 3, tu dis là? Oui, la 3 là. Donc je dis, je vais aller voir un peu l'esprit de la charte. Donc je regarde qui a fondé cette charte. Visiblement, c'est parti de... Il y a le collectif citoyen qui s'appelle Climat Média, dont la pratique est de dénoncer les JT sur Twitter. Il y a le média Vert, le média qui donne la couleur. Il y a Reporter et Climax, ça c'est les fondateurs. Donc je regarde qui sont les gens, etc. Et là, on va dans les exemples. Donc moi, c'est pas moi qui les invente, les exemples. Premier exemple, je vais en mettre 3 et je vais aller crescendo pour vous dire ce qui me gêne. Premier exemple, au mois d'août, les JT se font taper dessus parce que il y a le transfert de Lionel Messi et ce jour-là, il y a un volet du GIEC qui sort. Et les journaux ouvrent par le transfert de Lionel Messi. Et ça ne plaît pas aux gens qui ont lancé cette charte. Et j'ai envie de dire, d'abord, le JT, c'est lui qui décide, c'est personne d'autre. Et objectivement, moi je suis rédacteur en chef ce jour-là, Lionel Messi, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il a 7 ballons d'or, etc. Il y a 3,5 milliards de personnes qui suivent la Coupe du Monde sur la planète. Il y a 2,2 millions de licenciés de football.
Je suis désolé, le journaliste qui ouvre pas avec le transfert de Lionel Messi, il faut qu'il change de métier. Voilà, je le dis brutalement, mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai, je sais pas si c'est Et vrai. si le jour il y a un rapport du GIEC qui sort et il y a la reine d'Angleterre qui meurt ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, déjà, et en plus, de toute façon, il y a un principe qui est qu'une rédaction est autonome dans ses choix éditoriaux. Voilà, c'est comme ça. Ça ne plaît pas aux citoyens qui défendent l'écologie, mais c'est comme ça. Je peux vous poser une question? Ouais. Sur l'exemple de Messi et du GIEC, Ouais. le reproche qui est fait, c'est que Messi passe en premier dans le journal, Non, c'est vrai. ou que le rapport du GIEC n'est pas du tout traité dans Il est le traité, 20 heures. Alors, il est traité. Il est traité? Alors, après, il y a une question de temporalité. Je ne connais pas le, Alors, pas le moi, sujet, voilà. hein, donc c'est En pour fait, ça que c'est je me ça. permets de vous Le poser rapport la du question. GIEC, on en est au 6e, je crois, et chaque fois Oui, ça sort en on est volée. en l'été 2021, là. Voilà. Ouais. Le transfert de Lionel Messi, c'est une journée qui était folle, où on ne sait pas Oui, s'il oui, va bien, d'accord. etc. C'est un fait saillant ces jours-là. Mais dans le journal, il est traité quand même le GIEC, Oui, ce mais jour-là? beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. On est au cœur de l'été, les gens Oui, n'ont pas c'est forcément pour envie d'entendre comprendre des catastrophes. l'exactitude. Et ensuite, donc c'est un fait saillant. Messi, ça dure une journée le truc. Allez, 2 jours après, le jour où il arrive et qu'il passe dans le bus dans les rues de Paris, etc. Le rapport du GIEC, c'est un truc qu'on va pouvoir traiter, on va pouvoir le lire, il y a plein de matières, on peut en faire des dizaines de sujets. Donc ce jour-là, c'est pas grave qu'il soit pas à la une. Ça, c'est un premier exemple, c'est pas ce qui me choque le plus dans les exemples. Après, c'est un exemple que tu as pris toi. Donc sur Twitter, vous avez un truc qui s'appelle Climat Média et qui fait de l'interpellation, donc qui nomme, c'est le name and shame américain. On nomme pour faire la honte à celui qui a fait un truc. Moi, je suis peut-être un peu vieille école, mais j'aime pas ce genre de pratique. Donc je regarde ce qui plaît pas aux gens qui annonçaient la charte. Et effectivement, ils ont épinglé alors le JT d'M6, qui avait mis effectivement pour illustrer la canicule des gens heureux de manger une glace et heureux des gamins qui se baignent dans l'eau. Bon, voilà. Et je me dis, mais où est le problème en fait? Où est le problème? Où est le problème? Le gars, on l'envoie, le journaliste, sur la place à Toulouse, il voit des gens qui mangent des glaces et qui sont contents, il voit des gamins qui jouent dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les filme pas parce que ça dépend, ça sert pas le message, donc on filme pas. Alors si on commence à faire un tri des bonnes images et des mauvaises images pour servir un message, moi déjà ça commence un peu à me gêner. Ça commence un peu à me gêner. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait si physiquement on est sur la place? Demain le gars il arrive sur la place, il voit un type content de manger une glace. Il va aller lui dire, dis donc mon gars, tu manges une glace, tu sais pas que la terre se réchauffe, t'es quand même gonflé. On va aller jusqu'où? Il ne fait pas le contradictoire hein, s'il voit que le mec mais non, mais mange une glace. après, ils ont épinglé un journal, La République du Centre, ou je sais pas quoi, qui a fait un article en une et qui a eu le malheur de titrer, alors lui, il s'en est pris plein les dents, La canicule heureuse. Il a fait un article sur la canicule heureuse et ils ont choisi un angle qui était d'aller voir des gens qui économiquement, pour des raisons professionnelles ou autres, se réjouissaient de la canicule. Bon, je suis désolé, c'est un angle. Oui, c'est un angle. Et là, Oui, c'est là, d'accord. Si ça fait 10 jours qu'on a traité la canicule en disant il fait chaud, machin, Oui, oui. machin, le rédacteur chef il dit tiens, fais-moi un truc un peu différent, je te donne un angle, la canicule heureuse. Ah bah là, qu'est-ce qu'ils se sont pris? Alors la une, elle est sur Twitter, ils sont tous bondissent là-dessus. Je suis désolé, le mec, il a le droit de faire ça. C'est un angle. C'est la liberté de Mais la rédaction. la Je suis logique désolé. la logique de la dénonciation sur Twitter ou sur Internet, le shame, tout ça, le shaming, tout Oui, ça, mais- évidemment que ce sont des pratiques. je pense. Si demain on met en place une instance qui dit je vais vous dire ce que sont Mais- les bonnes oui, mais images j'ai et ce pas qu'il ne faut compris. pas faire. J'ai pas compris que ça nous disait ce qui sont les bonnes images. Pour moi, c'est juste enfin en tout cas c'est comme ça que je le prends, remettre en cause et intégrer le fait qu'on pourrait iconographier, illustrer des sujets, des thématiques de manière différente. Ça ne veut pas dire que ces images-là sont interdites, que ces angles-là sont interdits. Moi, je ne me sens pas aujourd'hui avec cette... Va consulter Débat le de la fil Twitter. hiérarchisation des sujets, c'est Oui. pas un c'est péché. C'est pas... C'est c'est peut-être pas- que les mais- rédactions ils sont pas habituées. Mais moi je suis bien Et je d'accord. trouve que c'est tout à fait sain qu'on soit dans une société où dorénavant on s'interroge. Vous arrivez sur la place de Toulouse. Bon, le journaliste qui arrive avec sa propre subjectivité, il trouve que les glaces c'est bien. Mais peut-être que moi, avec ma propre subjectivité, je vais voir un mec qui est là par terre, qui n'a pas de flotte, qui n'a rien, etc. Et moi, je vais prendre ça. Mais Et là, on peut à ce moment-là discuter avec, avec les rédactions pour dire exactement. est-ce que vous avez raison ou pas? Pourquoi vous avez hiérarchisé comme ça, etc. C'est Donc ce moi, qui se passe si vous dans voulez, la rédaction tous les une matins. plateforme comme celle-là, je suis d'accord que
il y a peut-être des formulations qui ne vous plaisent pas, mais le fait qu'on entre dans une réflexion sur la manière dont les journalistes, avec leurs a priori, notamment les hiérarchies, avec leurs a priori, hiérarchisent d'une certaine manière. Moi, par exemple, sur Messi et le GIEC, je suis désolé, mais avec ma propre subjectivité, je ne suis pas sûr que Messi, ça soit. Et je ne suis pas sûr que Je suis d'accord avec vous. On est d'accord. mais qu'on en débatte. Je parle de question de principe. Si on pose le principe qu'une rédaction est autonome dans ses choix, c'est un principe ou c'est pas un principe? Oui, mais Elle a le droit de le faire. mais je qu'on vois pas fasse- en quoi ça que remet les en cause rédactions se l'autonomie mettent ou en réfléchissent sur voilà, les enjeux, ça ne me choque Pour pas. l'instant, c'est pas quoi. C'est ça qui est Et très sur leurs sensible. habitudes. Moi, Mais non. c'est le sujet sur lequel j'avais envie de vous interroger. C'est que, alors, je partage complètement votre point de vue. Pour moi, il y a mais ça aussi, nos hiérarchies, elles sont presque personnelles. Vous devez vivre ça dans les rédactions. C'est-à-dire qu'on a chacun nos zones de sensibilité, nos zones de rejet, etc. On a un Mais public. moi, j'ai une question, parce que pour vous, parce que je suis. Vous avez dit, est-ce qu'on va encore avoir le droit? Mais pour moi, on est là dans un cadre d'une lutte philosophique et politique à l'intérieur du monde de la France, à travers les médias. Donc il y a des gens qui critiquent certains choix éditoriaux, mais en aucun cas ils essaient d'interdire. Et c'est là où j'ai envie de vous interroger. Qu'est-ce qui vous fait passer Qu'est-ce qui vous fait passer de la lutte aux critiques certains choix éditoriaux, mais on n'aura plus le droit? Ah bah parce que c'est pernicieux. Parce qu'on commence par en fait, ça va être par l'autocensure, puisque le journal, le rédacteur en chef qui se dit ah putain ils m'ont encore aligné, ils m'ont encore tapé dessus, et puis au bout d'un moment il va s'autocensurer pour plus se faire taper dessus. C'est pernicieux. Je peux me permettre de vous re-questionner encore. C'est que aujourd'hui dans la presse, la PQR, enfin peu importe. Il y a déjà ces enjeux-là quand vous allez dire du mal de telle grosse entreprise du coin, vous avez quand même des pressions, etc. Enfin, je veux dire, c'est même le rôle d'une rédaction d'être capable de résister à la pression extérieure, quelle que soit la nature d'ailleurs de la pression, qu'elle soit environnementale, économique, politique. On a tous des exemples, enfin moi j'en connais en tout cas, de personnes qui appellent en disant ouais le papier là ça va pas, machin. Donc, je veux dire, Mais que la pression vienne de gens qui sont engagés dans une cause, d'accord. Mais là, c'est la pression, les journalistes se la mettent tout seuls en signant une charte dans laquelle ils s'engagent. Enfin, je veux dire, les journalistes ne sont pas censés être des gens qui font des pressions. Et là, cette charte, il y a un peu une petite pression. Mais la question, c'est est-ce que c'est une cause ou pas? C'est ça. Bien sûr que c'est une cause, mais évidemment que c'est pas une cause en fait. Oui, mais est-ce que la cause justifie qu'on rogne sur des principes qui paraissent quand même assez fondamentaux dans la démocratie? La liberté de la presse, c'est un principe important. Donc si on commence à dire liberté de la presse, oui, mais attention, comme il y a l'action climatique, peut-être qu'on pourrait faire en sorte de ne pas mettre tel type d'image, qu'on pourrait faire en sorte de ne pas traiter tel type de sujet. C'est comme si peut-être qu'on pourrait en faire en sorte. C'est comme si tu disais que la démocratie est une cause. Que, effectivement, quand tu vas en Chine, on te dit on est 3 milliards, donc on ne peut pas gérer ça comme une démocratie. Donc en fait, la dictature s'impose. Et en fait, dans le sens où ils disent que la démocratie t'as le sentiment que le. Mais non, c'est pas ça. C'est que là, on parlait aussi, là, on a évoqué ça. Inviter des climato-sceptiques ou pas? Bon, de toute façon, il n'y en a plus beaucoup quand même. Non, voilà. Mais il y a plusieurs degrés de climato-sceptiques. Il y a celui qui dit c'est pas vrai, ça se réchauffe pas. Ceux-là, on n'en voit plus. Il y en a qui disent ça se réchauffe, mais c'est pas l'activité humaine. Voilà. Et après, il y a ça se réchauffe, oui, c'est l'activité humaine, mais on va s'adapter. Donc il y a des degrés de climato-sceptiques. Est-ce qu'on fait une règle en disant à partir de maintenant, la charte dit que nous, journalistes, on n'invite plus les climato-sceptiques? Non, mais elle dit pas ça. Non, mais c'est au moins réinterroger les invités. Il y a eu une surmédiatisation de certains bons clients pendant des années qui effectivement produisent un discours qui, à un moment, c'est légitime qu'il puisse être réinterrogé, ce discours. Mais c'est un autre boulot d'être journaliste, c'est justement de c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. de savoir répondre, la réplique ou le contradictoire n'est pas opposé à des discours qui sont produits. Mais si on dit... Quand Luc Ferry intervenait ou autre sur ces questions, j'ai pas tout le temps vu les journalistes
lui répondre sur les contre-vérités qui étaient Bah, balancées, c'est- ce genre de là, ils choses. sont Ça, là, il y a un problème. Bien sûr, il y a un problème. Mais par contre, Est-ce il que- était est-ce que- extrêmement présent, beaucoup Jusqu'où trop. jusqu'où à mon on sens. descend dans la liste des gens qu'on ne va pas inviter? On commence par les climato-sceptiques. Après, le partisan de gaz de schiste, on l'invite ou on l'invite pas? Qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, après, on peut aller loin dans le truc. Mais là c'est que rien. c'est Non, perdu. mais pour moi, c'est la juste charte ne dit pas interroger. ça, honnêtement, la charte Ah, ne dit non, mais alors, jamais les ça. gens, Non. les gens qui ont initié la charte le disent Ah oui, mais Twitter. il faut nommer des Va sur le fil du rédac chef de vers le média machin, là, tu vas voir tout ce qui, Mais tout ce c'est qui autre chose. balance sur les journalistes. Voilà, je me dis, c'est pas très confraternel déjà. Et ça, dans la... Oui, mais je pense qu'il faut des contre-pouvoirs au contre-pouvoir. C'est que. Oui, mais moi, en tant que journaliste, je ne vais pas signer une charte qui me dit quel sujet je dois traiter, comment je dois les traiter. Je suis désolé. Je suis journaliste par principe, quelle que soit la cause. On ne me dit pas quel sujet, quels angles, quelles images je mets dans mon sujet. Voilà, c'est tout. Après, moi, j'ai fouillé, j'ai regardé qui étaient les gens qui avaient mis en place cette charte, je regarde leur fil Twitter. Je suis désolé, je sens pas une grande ouverture et une grande. Ils sont très militants. Et si on pouvait ne pas parler de tout ce qui leur plaît pas, je pense que ça leur ferait plaisir. Donc voilà, moi je me méfie, c'est tout. Je me méfie. Après, heureusement, cette personne dit quand même qu'on n'est pas là pour exercer un contrôle coercitif, évidemment. Heureusement qu'il ne dit pas ça. Il ne le dit pas. Mais par contre, il pratique le name and shame. Donc, dès que ça ne lui plaît pas, boum, par exemple, le pauvre Louis Baudin, le mec de la météo, il a eu droit à sa tête sur ce fil Twitter, son nom, avec climato-sceptique. Ouais, ok, d'accord, mais je sais pas, moi je fonctionne pas comme ça. Mais on est fan. Alors moi je connais pas le groupe dont vous parlez. Hein, C'est vers le média. J'irai fouiller parce que ça m'intéresse. Bon, je connais bien Reporter, etc. Climat Média, c'est ça. Mais j'irai vérifier. Mais bon, alors d'abord il y a là aussi un phénomène de société globale. Alors je sais pas quel est l'anglicisme que vous utilisez, je ne l'utilise pas, mais enfin la dénonciation sur les réseaux sociaux à des fins de pression, c'est quelque chose qui a livré tout le mouvement féministe depuis une bonne dizaine d'années, qui est une façon aussi de libérer la parole à travers les lanceurs d'alerte, etc., qui vient modifier fondamentalement, alors là, pas la presse, mais le média. C'est-à-dire qu'on est dans une autre forme de médiation entre l'information et l'opinion publique, alors qui a des côtés très intéressants, de mon point de vue, et qui, là je rejoins, qui a des côtés un peu, excusez-moi, angoissants par d'autres. Mais il faut être optimiste là-dessus. C'est-à-dire qu'on est face à des outils qui ont moins d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a moins de 10 ans. Enfin, aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux à grande échelle sur nos sociétés, c'est moins 10 ans à l'échelle de ce qu'est la réflexion humaine, l'éducation. Moi, je suis enseignant, on commence à faire un peu d'éducation dans les écoles, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je veux dire, on est vraiment les pionniers, les défricheurs d'outils qui nous dépassent et qu'on ne sait pas utiliser fondamentalement. J'ai espoir que ça va se réguler. Et la pression qui est mise, alors sur C1, je ne vois pas, hein, je ne les ai pas vus, mais j'ai entendu l'histoire du présentateur météo. Est-ce qu'il y a des vrais articles, parce que c'est aussi pour rééquilibrer la parole. Je ne vais pas citer d'exemple ici localement, mais je pourrais rentrer dans ces détails, ces affinages-là d'analyse, mais il y a vraiment des blocages sur certains sujets. Et nous-mêmes, alors là je reprends ma casquette de militant, quand on a besoin de faire passer un sujet ou qu'on a besoin de contredire quelqu'un, tiens, je vais prendre le président de région qui met 205 millions d'euros sur les infrastructures routières, alors que la ligne le train, c'est une catastrophe entre Paris et Rouen et la desserte locale. Quand nous, on essaie de sortir là-dessus, je peux vous dire qu'on vit une omerta, un blocage de certains médias sur lesquels on ne passe pas. C'est-à-dire, on est bloqué. On écrit du communiqué de presse, on écrit des trucs renseignés avec les montants, etc. Ça ne passe pas parce qu'on touche. Et là se pose pour moi une question. Alors, nous, on ne va pas faire ça parce qu'on va fonctionner autrement.
nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'automédia, c'est ce qu'on se dit, hein. On fait des visuels, on fait des vidéos, qu'on fait tourner sur les réseaux sociaux. Et je me souviens que, sur l'exemple de Monsieur Morin, hein, on a créé les boulets du climat avec l'association Effet de serre toi-même. On a fait plus de 55 000 vues sur les visuels, ce qu'on aurait, ce qu'on a du mal à atteindre, alors que dans la presse pure, ça ne passe pas. Donc, alors après, ça va dépendre des stratégies des gens. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est une stratégie d'évitement. Il y en a d'autres qui vont cartonner, si je peux me permettre cette expression, entre guillemets, pour essayer d'avoir le papier après. Ça, c'est des questions de stratégie dans la lutte. Mais ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une plus grande diversité. Et je trouve que dans la PQR, en tout cas écrite, mais aussi un peu dans toutes les... Alors la plus régionale, hein, j'entends, Thierry Delacour me posait la question, une des évolutions fondamentales que j'ai pu voir, c'est ce qu'on appelle le papier croisé. Alors je ne sais pas si c'est le mot que vous employez dans la profession. Le papier croisé. Ouais, non, mais vous savez, à une époque, il y avait un article, par exemple, je sais pas, sur la statue de Napoléon, ou je ne sais pas sur quoi, peu importe, sur n'importe quel sujet, et il y avait les 2 ou 3 avis qui s'opposaient dans le même papier. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Pardon? Le travail de journaliste. Le travail de journaliste. Enfin, pour moi, c'est ce que j'appelle papier croisé, mais enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous les appelez. Aujourd'hui, c'est très très difficile ce genre d'entrée, quoi. En tout cas, dans la presse, c'est plus compliqué. On a plutôt des papiers mono-couleur, enfin mono-avis, qui s'accolent, hein, mais le système, on va aller croiser. Et quoi qu'on en dise, vous le disiez tout à l'heure, la puissance économique est bien plus forte dans la capacité à... Il y a certains quotidiens régionaux qui ont encore les pages économiques, il n'y a toujours pas de page environnement. C'est pas pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est face à une préoccupation qui met en jeu, à travers le réchauffement climatique, l'avenir du vivant sur notre planète. Voilà, on n'a pas les pages. Enfin, alors... C'est un peu ridicule et c'est un peu cours de récréation ce que je fais là comme comparaison. Mais ça mis bout à bout, ça va générer aussi, et là je reviens sur ce que je disais, c'est la fracture, c'est-à-dire que ça va générer des violences à l'intérieur des gens qui vont exacerber en remettant en cause le système. C'est ce qui crée la fracture, le manque de confiance dans la démocratie. Et ça, il faut absolument le solutionner. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais sur les thèses climatiques, quand nous qui avons des discours techniques sur les thèses climatiques, mais il n'y a aucune solution, parce qu'il y a des solutions techniques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur le champ de l'alimentation, des transports, de l'industrie. Par contre, dans toutes les perspectives et toutes les méthodes, il y a toujours la réappropriation démocratique du phénomène scientifique pour pouvoir déboucher sur une appropriation des sujets qui vont faire que les gens vont vraiment évoluer avec plaisir et avec bonheur, avec intérêt. Et cette question de l'accompagnement démocratique de ce qu'on appelle les politiques climat, eh bien aujourd'hui, elle se heurte à de plusieurs écueils. Le pouvoir politique qui ne veut pas partager, le pouvoir médiatique qui accompagne pas assez ou qui n'est pas bien calé, et puis le pouvoir économique qui résiste au nom du conservatisme, ce sentiment de déclassement. Et je voudrais finir là-dessus. Tout à l'heure, vous parliez d'addiction. Je crois que notre vraie addiction, elle est au carbone. Nous sommes des sociétés droguées au carbone. Regardez ce qui se passe avec les stations-service, avec l'essence, le pétrole. C'est pas la faute de nos concitoyens, encore une fois. Hein, je rejoins ça. C'est pas une culpabilisation, hein, c'est un système qui a été mis en place par nos sociétés, et qui est aujourd'hui, on arrive au bout de ce système, effectivement. Économiquement, on ne va pas survivre sur ces bases-là. Ça, on le sait, et je pense que c'est quelque chose de conscient ou d'inconscient dans nos sociétés. Bon, on va conclure là-dessus, mais je voudrais quand même laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas plus? Si. Moi, je veux juste rebondir sur le traitement que fait la presse par rapport à l'éolien. Ça a beaucoup divisé les villes et les campagnes. Et j'ai l'impression que dans la presse, je revois aussi cette séparation. La presse nationale, elle va faire beaucoup
d'éducation, pédagogie, elle va donner des informations assez larges sur l'éolien. Et quand je lis la presse plus locale, j'ai l'impression qu'on va se focaliser sur le problème d'une association anti-éolien, du maire qui est contre, et on va pas. Et là, on va donner la parole à des gens qui vont donner des fausses informations. Donc, pour moi, c'est un peu. Ouais. C'est vrai qu'on reproche aussi à la presse locale, j'ai aussi le débat sur la méthanisation, c'est pareil, où la méthanisation, on en parle souvent pour dire en fait ceux qui sont contre les licences que ça peut créer. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de Xavier Bertrand sur la presse nationale qui était contre l'éolien, tout ce qui se passe. Donc je pense que c'est aussi vrai en presse nationale qu'en presse locale. Mais en presse locale, il y aura moins d'informations, je trouve, plus larges. Il y a 80% de la population qui sont pour les projets éoliens, mais on parle souvent des anti-éoliens. Apparemment, c'est mon sens. Il y a deux niveaux, hein. Il y a l'intérêt national global, et puis après, au niveau local, il y a celui qui va avoir l'éolienne dans son champ de vision, donc forcément, on est à une échelle plus concrète, on va dire, du truc, quoi. C'est Et ça génère de la force. C'est vrai qu'en local, c'est tout à fait le bon exemple. Hein. Quand les gens Oui, qu'on c'est va assez interviewer, symptomatique, celle-là. c'est les gens qui vont subir des potentielles nuisances, ou que ce soit visuel ou la peur de On nuisances. a interrogé par exemple le bureau d'études qui est en train de faire les études sur le terrain et qui a lu les informations scientifiques. Enfin, normalement, la règle du métier, c'est contradictoire. Donc, normalement, on essaie quand même de. En général, les comités éoliens sont vraiment bloqués sur l'implantation qui va défigurer la commune, etc. Je pense que les études techniques, c'est pas ça qui fait leur cheval de bataille. Mais c'est vrai que par contre, je rejoins dans la presse locale aussi, il peut des fois manquer assez souvent l'aspect scientifique pour objectiver le débat, le sujet. Quand on parle d'éolien, quand on parle de méthaniseur, quand on parle de 5G, dire à un moment donné où en est le consensus, s'il existe, parce que c'est pas toujours le cas, mais où en est l'état du débat scientifique autour de ce sujet. Et ça, c'est assez compliqué à aller chercher. Après, en local, on peut trouver des solutions. Enfin, je veux dire, nous, c'est pour donner un exemple de ce qu'on a pu faire, mais il y a de ça 1 ou 2 ans, je ne sais plus, Jérôme, c'était enquête d'actu. C'était quand ça a été lancé quand? Il y a 1 an. Oui, il y a 1 an. Il y a 1 an, on a lancé enquête d'actu où un journaliste, Raphaël Tual, coordonne des enquêtes sur des sujets transversaux à travers les régions. Donc c'est choisi et c'est des longs formats. Ça permet d'aller exemplifier à travers 2, 3, 4 localités et par ailleurs on fait travailler ensemble en coordonnées 2, 3, 4 rédactions pour derrière produire un contenu unique qui va rencontrer, là par exemple, très localement, il y a eu le cas des cancers pédiatriques dans la région de Pont-de-l'Arche. Il s'avère que, alors je ne sais plus si c'est en Vendée ou en Bretagne, mais qu'il y a également des cas d'anormalité en termes de statistiques sur le nombre d'enfants qui développent des leucémies, des maladies, des cancers ou autres. Aujourd'hui, le débat, il n'est pas clos. On ne sait pas répondre de pourquoi, d'où ça vient. Est-ce que c'est un aléa statistique, ce qui est aussi une possibilité, mais on ne sait pas. Il y a eu, effectivement, en notre enquête collaborative, la montée des eaux. Ça touche la Normandie, mais ça touche énormément d'autres régions côtières, de mer ou autres. Donc ça peut être une manière aussi, à un moment, d'exemplifier à travers plusieurs localités que ces phénomènes-là, ils existent, quand ils ont beau être locaux, très locaux, ils peuvent se décliner. Oui. Et tout à l'heure, vous disiez vous mesuriez les audiences de différents sujets. Par exemple, ces papiers longs et denses que vous décrivez, ils attirent les lecteurs par rapport aux autres? Alors, je vais dire, sur le mois de septembre, on a fait 500 000 visites. Qui est pas mal parce qu'en fait on sort 2-3 enquêtes, c'est simplement 2-3 papiers par mois. Là on a eu 500 000 visites sur ces papiers-là, ce qui est énorme. En fait, de plus en plus on développe l'audience sur ces papiers-là, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc les gens, il y a une appétence de lecteurs sur ces sujets. Sur les grosses enquêtes, il y a une appétence, ça c'est vrai que les médias, je pense, devraient beaucoup plus se positionner. Alors bien sûr, on continuera à faire nos boulots, moins en local, un peu plus vraiment quotidien, où on traite d'un sujet, mais on passe pas 2 jours, on passe pas 2 semaines dessus, quoi.
Mais C'est parce que c'est vrai que c'est une chance que vous avez chez actu.fr, c'est de pouvoir comparer entre les régions parce que vous avez une force de frappe qui est maintenant nationale. Et c'est vrai que c'est ce qui manque peut-être de temps en temps à la PQR. Alors il y a des grosses PQR, je pense à Ouest France qui a un territoire étendu qui peut se le permettre, et après il y a des petites PQR plus réduites où c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est dommage pour le comparatif. Jean-Marie, Oui, oui. pour conclure. Je sais pas, peut-être dans les outils dont ont besoin les rédactions, il y a aussi le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a moins de ressources au niveau de chaque rédaction, mais en fait, il y a la notion de ce qui a été identifié comme écosystème journalistique. Je pense qu'effectivement, il y a, sur l'environnement, il y avait des associations, je ne sais pas où elles en sont, de journalistes spécialisés dans l'environnement, et je pense que les rédactions, chaque rédaction a besoin d'un certain nombre d'outils, et y compris d'identification de ce que sont les ressources. Parce que quand on a parlé tout à l'heure des bons clients, le problème qu'on va retrouver partout, ou au contraire des personnes qui sont illégitimes en tant qu'experts, je pense que ça renvoie aussi à un manque d'outils collectifs. Et dans un certain nombre de domaines, on a commencé à voir ça notamment en matière d'économie, on voit apparaître un certain nombre d'annuaires de personnes ressources. Et là, je pense que dans ce domaine-là, on a aussi besoin de ce type d'annuaire, et à la fois au niveau local, parce que moi, je suis souvent frappé de voir que on est sollicité, moi je le dis on parce que ça m'arrive d'être sollicité dans ce cadre-là, en tant que ressource nationale, alors qu'en réalité, en région, il y a, au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, etc., il y a énormément de ressources, mais que souvent, les rédactions ne connaissent pas ou n'ont pas la capacité de mettre en perspective ce que sont les gens vraiment représentatifs, ceux qui sont crédibles, etc. Et ça, c'est effectivement, ça renvoie à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la culture scientifique a plutôt tendance à diminuer, et c'est vrai que dans cette culture scientifique, il y a aussi d'être capable de comprendre comment fonctionnent les débats, comment fonctionnent les controverses, et d'identifier dans les controverses les personnes qui sont davantage crédibles. Par exemple, les publications, c'est intéressant de connaître les publications parce que toutes les publications ne se valent pas. C'est-à-dire savoir quelles sont les revues. Par exemple, aujourd'hui, on entend citer un certain nombre de sources qui sont des sources numériques, qui n'ont pas tout à fait les mêmes critères, je dirais, d'évaluation. Et c'est quand même des éléments qui sont importants pour pouvoir évaluer de la crédibilité d'une source, par exemple, une source scientifique, là, je parle. Bah, pour le coup, ici, il y a le GIEC normand. Avec Même. pas mal de personnel. Donc on va conclure là-dessus. Donc je vais remercier nos 4 invités. Donc et inviter ceux qui s'intéressent à ces questions à mardi prochain, donc même endroit, même heure, donc à 18h30 pour donc cette fois-ci un débat autour des acteurs de la communication face à l'urgence climatique. Merci beaucoup. Pas la même tonalité. Non, peut-être pas. Merci. Merci à vous. Ça, c'est la question des études. C'est vrai qu'il y a besoin de comprendre